Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion, le projet de Martine Dijoux et de Yann Solaire dans la 4e circonscription pour la Réunion. Ils vont nous le dire tout de suite. Bonsoir à vous deux, bonsoir Martine Dijoux, bonsoir Yann Solaire. Bonsoir. Vous êtes candidate donc dans la 4e circonscription. Exactement. Et c'est votre premier... Non. La première aventure, non? Pas du tout. En politique, j'ai déjà été sur une liste électorale au tampon. Donc, militer, je sais ce que c'est. Aller sur le terrain, distribuer des affiches, expliquer à la population voilà, ce qu'on trouve qui ne va pas. Ça, je l'ai fait. J'étais également, il y a 2 ans, candidate aux législatives dans la 5e circonscription. Et là, cette année, dans la 4e. Et puis, j'ai un engagement citoyen. Hein. Moi, j'essaie de savoir ce qui se passe dans ma ville et à La Réunion et en France. Voilà. Yann Solaire va se présenter. Alors moi, j'étais déjà suppléant aussi en 4e circonscription il y a 2 ans. J'étais avec Patricia Waro. D'accord. C'est le seul... Après, je suis pareil, je suis comme Madame Dijoux, je suis assez engagé, je vais aux conseils municipaux, je fais du collage d'affiches, si je peux, je suis très militant. Voilà, je me bats pour ce que je crois, quoi, le bien. Voilà. Alors, il y a une chose, on va commencer par les mauvaises, j'allais dire les mauvaises sensations, c'est que 3 semaines pour préparer une élection législative, enfin 2 semaines vraiment, parce que entre l'engagement à être candidate, après la mise en place du protocole électoral, c'est très court. Effectivement, c'est très court. Et ça n'avantage pas du tout les partis, entre guillemets, petits partis, parce que j'aime pas trop ce terme. Nous sommes un parti, d'ailleurs nous sommes Debout la France, et en parallèle Debout la Réunion, hein, forcément. Ça nous avantage pas. Les autres, ceux qui ont pignon sur rue, ils ont des grosses machines derrière eux. Ils ont énormément de militants qui ont un travail spécifique. Nous, candidats, suppléants, on fait tout. On dépose des dossiers de candidature, on appelle les mairies pour avoir les arrêtés pour les emplacements d'affichage électoraux. On fait tout et c'est pas avantageux. Mais c'est une force, ça reste quand même une force parce que les gens verront notre détermination. Et on est vraiment déterminés parce qu'on est ce que je dis, ce que j'appelle la société civile. On est des concitoyens, mais moi j'enlève le con, on va dire co-citoyens. Voilà. On vit Il y a les mêmes quelque choses. chose qui me fait plaisir dans ce que vous dites et dans ce que dit également monsieur. J'allais dire qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais tuer. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu. Exactement. Et ça fait chaud au cœur. Parce que quel que soit l'obstacle, à l'image de ce que vous venez de dire, vous êtes prêt à aller au combat. La détermination. Oui. Voilà. Et c'est ça qui... Et je regarde ce qu'on appelle, dans le jargon presse, les petits candidats. Je trouve que ce sont des géants parce que, avec tellement peu de moyens, de vouloir défendre leurs convictions, chapeau. Chapeau à Merci vous. beaucoup. Et chapeau à tous ceux que je connais, que je rencontre, qui partent au combat, sachant que ça sera extrêmement difficile, mais ils y vont quand même. Pour ça, je pense que les citoyens doivent quand même prendre exemple sur vous. Et ça, il faut vraiment avoir une sacrée motivation. Oui, ça c'est vrai. Puis une passion aussi, hein, une passion de se dire, on a envie que les choses changent. Pour nous, certes, mais aussi pour les autres. On se bat pour nous, mais pour les autres également. Et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Les entre guillemets, petits partis, c'est pareil. Il y a des gens qui sont bien plus engagés sur le terrain au quotidien que ne le sont ceux qui sont dans les grands partis, ceux qui sont financés à outrance. Et j'espère vraiment que les Réunionnais qui nous écoutent là ce soir, ils vont aller voter. Parce que malheureusement, c'est l'abstention qui fait gagner un oui ou un non à un parti ou un autre. Et il faut pas lâcher, il faut vraiment... Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de votre exemplarité,
Parce que c'est quelque chose qu'on demande aux citoyens. Allez voter. On ne vous dit pas pour qui voter. Votez pour qui vous voulez. Ou au pire, ou au meilleur, il y a toujours le bulletin blanc. Mais faites le geste. Montrez que vous donnez votre avis à la population, à la société. Vous avez un avis à donner. Et là, c'est votre bulletin de vote. Et ça, c'est le langage, je pense, que vous utilisez aujourd'hui, parce que il y a quand même 52% de la population rayonnaise qui ne va plus aux urnes. C'est pour ça que nous sommes pour la reconnaissance du vote blanc. Le problème, c'est, on l'a posé déjà la question, c'est que demain, si on reconnaît le vote blanc, les élus, ils ne seront plus élus à la majorité. Ils seront élus toujours à une majorité relative. Oui, mais ça, justement, comme ça, on rebat les cartes. On en avait déjà discuté. Il faut changer la donne, Voilà, il faut vraiment renverser le système. Voilà, exactement. On n'a pas besoin de violence pour renverser le système. Tout à fait. Ce type de stratégie est une bonne stratégie sans violence. Et on a même pensé à aller plus loin, c'est-à-dire ce fameux vote blanc. Si vous votez blanc, c'est que vous dites aux élus qui sont en place, nous ne voulons pas de vous. Ouais. Nous voulons une autre alternative. Voilà. Et donc, eux, on va aller loin. J'affirme mes propos. Ils n'auront plus le droit de se présenter, puisque ce qu'ils proposent ne plaît pas aux citoyens. Donc, on les met de côté et on demande à des gens, d'autres personnes, de se présenter avec un programme qui permettra, qui plaira certainement aux citoyens. Il faut tout renverser et tout est possible. Je suis désolée, qui écrit les lois? Ce sont les hommes, les femmes. Exactement. Donc on peut tout renverser. Il faut pas. Là, je suis catégorique là-dessus. Il faut pas me dire on ne peut rien faire. Il y a la loi qui est passée. Tout peut se changer. Il faut juste, il faut quand même, alors je vais quand même me faire l'avocat du diable. C'est naturel, c'est humain qu'à un moment donné, à force de se battre, on perd la foi, on devient fataliste, on accepte la défaite parce que à force de taper, de donner des coups de tête dans le mur, il y a un moment, la tête fait mal et on n'a plus de force. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est humain. C'est vrai. D'accord? Mais malgré tout, ce n'est pas pour une raison pour laisser tomber. Il faut j'allais dire repartir. Il faut se reconstruire. Il faut reprendre de l'énergie et repartir au combat. Mais ça, l'électeur aujourd'hui, quand il a été déçu 2, 3, 4, 5 fois, quand il n'attend plus rien de la politique, pour lui, ça ne l'intéresse plus. Alors qu'il a en sa main un petit bout de papier qui peut tellement changer les choses. Et ça, il faut y croire de nouveau, je pense. Et comment, quand vous rencontrez les gens sur le terrain, comment vous arrivez à les convaincre, justement? Alors, je vais commencer. Je vais un petit peu philosopher, là. Donc, oui, déjà, il ne faut pas confondre la politique politicienne, la parlotte, comme font certains. Et oui, parce qu'en fait, la vraie politique, c'est celle de l'engagement, c'est-à-dire, on proteste, on dit... ça me convient pas. Il y a des gens qui ont contesté dans les rues quand il y a eu la tyrannie à prétexte sanitaire, la TPS, ce que j'appelle la TPS. Ça, c'est de la politique. Je leur disais aux gens, mais j'aime pas. Ils me disaient, j'aime pas la politique. Mais je dis, là, tu fais de la politique. T'es dans la rue, t'es en train de manifester. C'est de la politique. Tu fais de la politique, tu ne le sais pas. La protestation, la remise en cause de certaines lois, c'est de la politique. La vraie politique avec un P majuscule. La scène politique. Pas la politique politicienne, voilà. Je te laisse digresser, voilà. Si tu veux. Bah, c'est ça, c'est le blabla. Moi, pour employer un terme plus familier, ils font que du blabla. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je me suis toujours un petit peu intéressée à la politique. Dans notre famille, on a toujours voté, donc j'écoutais à la télé. On posait une question, et c'est toujours le cas, on pose des questions aux hommes politiques. Ils répondent à côté de la plaque. Voilà, j'utilise un langage familier. Hein. Ah oui, je suis ça, il y a des gens qui sont capables de vous faire une réponse fantastique. À la fin, vous savez même pas quelle est la question que vous avez posée. Mais c'est très bien fait. Oui. Ah, ils sont très forts en rhétorique. Hein. Ils ont pris des cours avec Socrate ou Platon, je ne sais plus lequel. Ouais. Mais un concours d'éloquence aussi, je pense. Oui, voilà. Et d'élocution. Mais alors là, tout est clair et net. Mais où est la réponse à la question? Ou les anathèmes aussi vides. Ouais. Les anathèmes, j'en parle tout le temps. Il y a des anathèmes vides. Dès que tu commences à parler de tel ou tel sujet, on te dit un mot. Tu dis, tu remets en cause, tiens, je repars sur Pfizer par exemple. Tu remets en cause un petit peu l'efficacité de Pfizer, complotiste. Non, mais on peut essayer de discuter peut-être. On peut poser des questions. Voilà, on commence à discuter du flux migratoire, raciste. Mais non,
Je suis pas raciste. Je parle juste du flux migratoire. On pose des questions. Voilà, on pose des questions. Il faut arrêter les anathèmes, en fait. Parce qu'ils ont créé des barrières pour stopper des barrières mentales. Les discussions qui les gênent et qui, surtout, ébranlent leur pouvoir. Donc, ils ont préparé ça. J'allais dire, c'est de leur côté, c'est naturel. Ils veulent garder le pouvoir. Ils font ce qu'il faut pour. Mais vous, aujourd'hui, votre tâche, c'est de dire comment on peut inciter l'électeur à repartir aux urnes, à faire confiance à des gens comme vous. Qu'est-ce que vous avez encore comme chemin à parcourir? Eh ben, il faut qu'il... Ça y est, j'ai ma voix qui est en train de me lâcher, je suis désolée. Il faut qu'on essaie de les convaincre, même si je sais que la tâche est dure, parce que tout ce que vous avez dit auparavant, c'est vrai. À force d'avoir des coups, à un moment, on n'en peut plus. Mais c'est peut-être la solidarité. Il faudrait peut-être que ces gens-là qui prennent des coups, qu'ils soient entourés de personnes qui les relèvent pour leur donner à nouveau de la force d'y croire, la force de se battre et la force d'avancer et de renverser ce système. Nous, c'est vrai que si on est élu, on sera un petit caillou. Mais ce petit caillou-là, il faut qu'il embête les gens de là-haut. Et je dis, il faut qu'on reste toujours la petite voix qui sera en filigrane dans leurs oreilles, là, ceux de là-haut, comme j'appelle. Et un jour, cette voix, je suis sûre, elle sera forte et claire. Mais il faut qu'elle soit là. Il ne faut pas qu'elle soit tue, cette voix, en fait. De toute façon, tout système dysfonctionnel ne peut perdurer. Et là, on est dans un système dysfonctionnel. Et surtout que la plupart des Français, et y compris bien sûr les Réunionnais, sont conscients que cet environnement créé par le président de la République, Emmanuel Macron, va aller dans un mur. Comment sortir une majorité du contexte politique actuel? La France va devenir vraiment ingouvernable. Personne n'aura de majorité. Je m'avance sur ce que je dis, mais je ne vois personne avoir une majorité au soir du 7 juillet à l'Assemblée nationale. Oui, en plus, il y a eu une certaine division. En fait, on nous a divisés. C'est vraiment ma marotte également. Je vais prendre un petit peu la parole. En fait, on nous a divisés. Là, par exemple, comme je dis toujours, il y a plusieurs gauches, plusieurs droites. On a divisé la gauche populaire et la droite populaire. On les a divisés. On a dit à la gauche populaire, la droite populaire, faut pas la fréquenter, c'est des sales fachos, des sales racistes, ils aiment personne, voilà. C'est le camp du mal. Et la gauche populaire, elle est persuadée qu'elle est la seule du camp du bien. Voilà. Ce qui me surprend, pour quelqu'un qui a étudié un petit peu la politique depuis 1789, bien. Voir aujourd'hui que la politique, d'un côté, il y a ceux qui sont les islamo-gauchistes et de l'autre, les antisémites, il y a l'antisémitisme, je me dis, la politique, elle a vachement rétrogradé. Surtout que vous me disiez, vous avez étudié l'histoire. Ouais. J'aime bien le rappeler. Alors, c'est vrai que vous avez raison, il y a une certaine droite cachère, j'appelle ça la droite cachère, la droite acquise à Israël. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il faut savoir que dans l'histoire, c'était le contraire. Vous regardez René Guénon, ouais, tout ça, la droite était pro-musulmane, pro-arabe, vous le savez, hein, ouais. Vous avez étudié l'histoire. C'est vrai, hein, le début du siècle. Puisque la droite, c'est quoi? C'est la tradition. Oui, voilà, tout à fait. Oui. La verticalité, tout ça. Oui. Donc ils étaient plus proches. Et tout est inversé, en fait. Tout est inversé. Je le dis toujours, les pôles sont inversés. L'URSS est passée à l'Europe de l'Ouest. La gauche populaire, elle n'est plus populaire, c'est la gauche bobo. Depuis l'élection de François Mitterrand, exactement. On est passé d'une gauche sociale à une gauche... Je l'ai claqué dans la dernière émission. On est vraiment d'accord, on a les mêmes... Et donc c'est passé depuis le Fabius, qui est toujours au pouvoir, hein, je rappelle Fabius, depuis 83. Il est président du Conseil constitutionnel. C'est le tournant de la rigueur, qu'on parle toujours, le tournant de la rigueur. Voilà, exactement. Lui, il a toujours été l'image même de la gauche caviar. Et ça, c'est quelque chose. On a brouillé les images. Et exactement. C'est ça qui aujourd'hui, quand on regarde, vers qui la population qui est dans le besoin, la population qui est dans vraiment précaire, peut se tourner pour avoir un espoir.
C'est vrai que les gens sont perdus avec tout ça. Mais est-ce que c'est pas fait exprès justement Exactement. pour qu'ils Bien sûr que restent c'est au fait pouvoir? exprès. Vous avez raison. Et moi, je voudrais juste revenir à ce que vous aviez dit. En fait, quand vous pronostiquez que peut-être il n'y aurait pas de majorité, que le pays serait ingouvernable, moi, je me dis c'est une chance pour nous, les citoyens, Exactement. pour montrer que nous avons aussi un cerveau, nous savons lire, nous savons écrire. On n'a pas besoin d'être avocat, on n'a pas besoin d'être énarque, voilà, avoir fait Sciences Po. Parce que je me souviens d'une petite pique de Madame Sétamavidon il y a 2 ans quand elle disait mais non, mais il faut laisser les avocats, il faut laisser les administratifs avoir des postes de politiciens. Je n'ai pas rétorqué à ce moment-là parce que nos temps de parole étaient très, très limités. Hein. Je ne voulais pas entrer dans la polémique, il fallait parler de choses concrètes pour les Réunionnais. Mais ça, je ne l'ai pas oublié. Mais quel mépris pour les gens de la société civile. Donc, il faudrait franchement saisir cette occasion-là pour que nous, les citoyens, on soit vraiment à la tête. La Belgique, pendant plusieurs années, elle n'avait pas de gouvernement et ça tournait. Oui, ça a tourné quand même. L'économie, elle marchait quand même. Et moi, je reste persuadée qu'on peut se débrouiller tout seul. Si on prend la France de 1948 à 1958 sous la 4e République, où à chaque fois on renversait le gouvernement, ça a été pendant 10 ans très instable. Ou la construction de la 5e République de Général de Gaulle. Et Général de Gaulle est arrivé en disant on arrête cette instabilité gouvernementale, mais ça a quand même fonctionné, ça a quand même continué. Et quelle que soit la période traversée dans l'histoire de France, surtout depuis 1789, la France a pris le temps. Et je reviens toujours à ça, c'est peut-être pas le moment de le dire, le premier député de la Réunion, c'est quelqu'un qui est né à la Réunion. Mais il n'a pas siégé. C'était Joseph Bédier de Villancourt. Il a été élu en octobre 1791. Et il n'a pas gardé son poste un mois après. Il était maire de Saint-Paul. Un mois après, il a démissionné. Et c'est son suppléant, Louis-Marie Bertrand, qui est parti à la première constituante juste après 1789. La première constituante, c'était en 1791. Et il n'est même pas arrivé à temps pour siéger. Ah oui. Il est arrivé en retard. Il a siégé après. Mais ça montre bien que l'histoire doit répondre au temps, doit répondre à des choses. Et ce n'est pas se critiquer, mais juste pour rigoler, c'est même pas rigolo d'ailleurs, l'Île-de-France avait eu 2 députés. En même temps que Louis-Marie Bertrand, les 2 députés ont pris le bateau pour aller à Paris. Mais ils ne sont jamais arrivés. C'est ça que je dis que l'histoire est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Non. C'est vrai, oui. Mais aujourd'hui, l'électeur a la possibilité de maîtriser l'histoire. Et de rebattre les cartes. Voilà. Et je vais encore, excusez-moi de vous couper, Allez-y. mais moi je mets les pieds dans les plats. Hein. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Hein. Et est-ce que ce sont les politiciens qui font vivre le pays? Je suis désolée, ce ne sont pas eux. Bien sûr que non. Ce sont les chefs d'entreprise. Bien sûr. C'est eux qui créent les emplois, c'est eux qui créent la richesse. Et bien sûr, forcément, et les employés. Bien sûr, je les oublie pas. Hein. Moi-même, j'en étais une en tout cas. Et eux, ce sont nos subventions, nos taxes, c'est nous qui les payons. Et en plus, ils nous servent pas. Donc, rebattons les cartes, comme dit mon suppléant. C'est le moment à ne pas louper. La question, c'est il faut toujours une vague pour que le peuple se laisse entraîner. On l'a vu, la première élection de Macron, il a été élu. Juste après, il a eu cette vague de députés d'En Marche. On a vu avec la NUPES en 2022, la gauche a vraiment eu cette impulsion. Cette impulsion. Aujourd'hui, il n'y a plus d'impulsion. Et même s'il y en avait une, on ne sait pas dans quelle direction ça irait. Alors oui, en plus, j'aime bien le rappeler, mais la NUPES ou Front Populaire, qui est une arnaque. Parce le cartel de gauche, comme le Front Populaire, il faut rappeler ce que c'était. Il n'était pas turbo-immigrationniste, j'aime bien le rappeler. À l'époque, il critiquait l'immigration, justement. Ouais. Parce que justement, ça fait baisser les acquis sociaux. Ça fait baisser les salaires. Ouais. Et voilà, ça promouvoit... Oui, mais le problème de l'immigration, c'est que chaque année, le monde économique a besoin d'un vivier d'immigrants pour faire marcher les entreprises en France. C'est une réalité. Et on le sait.
C'est pas la peine d'aller se raconter des histoires. S'il y a une immigration, c'est pour le monde économique, c'est pour les entreprises. Alors, je vais vous dire quelque chose, ça va pas plaire à certains, mais en fait, il y a des gens, bon, j'aime pas dire ça, hein, mais il y a des parasites du haut et des parasites du bas. Donc, le problème, c'est ça. Pour moi, un RSA, ça doit pas être un mode de vie. Un RSA, c'est une bouée de sauvetage. Ouais. J'ai eu le RSA dans ma vie. Il y a quelques mois, j'avais encore le RSA. J'ai trouvé un emploi. Dieu merci. Je remercie mon employeur. Et donc, en fait, le RSA, pour moi, c'est une bouée de sauvetage qui doit durer maximum 1 an. Ça ne doit pas être un mode de vie. Après, on me dit, oui, mais les femmes seules, c'est pas la même chose. Une femme seule, c'est pas la même chose. Ça doit être une autre compensation. Vous comprenez? Oui, le RSA, c'est autre chose. Le problème, elle travaille à éduquer son enfant, elle travaille à élever ses enfants. Voilà, elle travaille, voilà. Je vous rejoins là-dessus. Mais le problème, c'est que, je suis désolé, mais il y a des Français et des Réunionnais qui ne veulent pas travailler. Et ceux-là, il faut les mettre au travail. Tout à fait, je suis d'accord. Je sais, on va peut-être me maudire, mais c'est la vérité. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Le mot de la fin, Martine Dijoux. Moi, je vous dis, s'il vous plaît, allez voter. Revenez dans les urnes. Les urnes parlent. Vous avez bien vu ce qui s'est passé aux européennes. Qui aurait dit que le RN allait être en tête comme ça? Sauf que le vote pour le RN est souvent un vote de contestation, de protestation, donc pas un vote de conviction. Oui, et on m'a posé la question hier en interview, on m'a dit qu'est-ce qui vous différencie? Vous avez les... nous sommes gaullistes avant tout. Nous, c'est pour l'équilibre. Nous sommes prêts à travailler avec tous les patriotes. Oui. Voilà, tous les patriotes qui aiment la Réunion, qui aiment la France. Voilà. Nous ne sommes pas dogmatiques. Nous n'oublions pas la création du CNR, la sécurité sociale, tout ça. De Gaulle a toujours dit que la France est un ensemble de peuples. Exactement. Et que voilà, il faut vivre ensemble. Oui. Il faut, comment dire, nous, on aime travailler avec les gens qui ont de bonnes idées. Peu importe les partis, quoique maintenant tout est tellement brouillé qu'on ne sait plus, mais toutes les bonnes idées sont bonnes pour faire avancer la Réunion et la France. Ça, là-dessus, on ne transigera pas. S'il faut voter une loi qui vient de quelqu'un d'autre, mais qui est bonne pour la Réunion et pour la France, on le fera. Et donc, venez voter pour des gens qui travaillent vraiment sur le terrain, qui connaissent votre quotidien, parce que c'est le nôtre aussi. Les grands partis qui changent d'étiquette en pensant changer les choses alors qu'ils ne changent jamais rien. Attention, ne vous faites pas berner par cela, quoi. Et nous aimerions aussi, c'est vrai qu'on n'en avons pas parlé, mais nous voulons coaliser avec des autres dom-tomiens. Ah oui, voilà. C'est important. Voilà. Je vous remercie. Parce merci beaucoup. Oui, bien sûr. Merci en tout cas. Merci à Martine Dijoux, merci à Yann Soler. Donc vous êtes candidat dans la 4e circonscription donc pour ces législatives. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.